merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Mouvement d'humeur des travailleurs de la justice, 72 heures à partir de ce lundi 30 juin, une grève pour dénoncer le non-respect des engagements pris par le gouvernement. Vaste rassemblement ce dimanche pour relancer les recherches de Seydina Ababakar Ndiaye, disparu depuis plus d'un mois, une recherche encadrée par la gendarmerie avec comme point de départ la plage de Yoff Tongour, le site où il a été aperçu la toute première fois après sa disparition. Au Vatican, le pape Léon XIV a présidé une messe solennelle marquée par la remise du pallium à 54 nouveaux archevêques, dont l'archevêque de Dakar, Monseigneur André Gay. Les détails au cours de cette édition. Et puis 30e et dernière journée de Ligue 1. L'ASC Jaraaf surclasse l'ASC HLM sur le score de 4-1. Une large victoire qui confère au club de la Médina le titre de champion avec un total de 54 points. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec le syndicat des travailleurs de la justice qui décrète son mouvement d'humeur. Déclaration faite par Maître Ayaboun Malik John, le secrétaire général national du SYTJUST. Le SYTJUST, je vous l'ai dit, entame une grève de 72 heures à partir de ce lundi 30 juin à 8 heures. Un débrayage pour dénoncer le non-respect des engagements pris par les autorités. Je vous propose d'écouter Maître Ayaboun Diop au micro de Chérif Dia. La grève des travailleurs de la justice a un impact très grave sur l'ensemble des activités nationales. Déjà, les acteurs judiciaires, les juges, les avocats, les huissiers, les notaires et autres auxiliaires sont de facto en chômage technique. Les greffes sont fermés, les secrétariats sont fermés. De ce fait, les justiciables et les usagers ne peuvent déposer ou retirer des documents judiciaires ou administratifs. Le registre du commerce est bloqué. De ce fait, la formalisation des sociétés est arrêtée, la constitution de sûreté est arrêtée. Même les sessions de salaire sont suspendues. Au niveau fiscal, il n'y a plus de recouvrement de droits d'enregistrement ou de timbre. Il en est de même dans l'exécution des peines. Le recouvrement des amendes est interrompu. Donc l'ampleur est là et l'État est mis devant ses responsabilités. Donc les autorités au plus haut sommet, le Premier ministre et le Président de la République, doivent reprendre les choses en main avant que ça devienne plus grave. Une synergie des forces entre les communes de la Médina de Colobane et l'hôpital Abbas Ndao, cela dans le but de rendre plus efficace la prise en charge des malades. Le professeur Damba Diédhiou est directeur général de la structure sanitaire. Il appelle les maires des deux communes pour la transformation de l'hôpital à un niveau plus élevé et surtout avec un relèvement du plateau technique. Je vous propose de l'écouter. Il s'exprime au micro de Mamadou Fall. L'hôpital Abbas Ndao a 90 ans. Donc nous allons fêter à travers des journées scientifiques ces 90 ans de l'hôpital Abbas Ndao. Donc les leviers ou bien la base de cette préparation va être confiée à ces deux mairies. Abbas Ndao est à vous. Abbas Ndao est au sommet de la pyramide sanitaire de la zone. Abbas Ndao, c'est votre hôpital. C'est à vous de faire à Abbas Ndao ce que Abbas Ndao désire. Cela veut dire un établissement public de santé de niveau 3 avec toutes les commodités. Nous, en ce qui nous concerne, maire des communes de Guelta, Pefas, Colobane et de Médina, nous travaillons sans cesse pour l'amélioration des conditions de santé de nos populations à travers nos postes de santé et à travers nos centres de santé. Et celui qui le visitera verra bien que nous sommes en train de faire énormément de travail en ce sens-là. C'est vrai que le pont a été rompu pendant un certain temps entre l'hôpital Abbas Ndao et les communes de Guelta, Pefas, Colobane et la commune de Médina. Mais je crois que depuis quelque temps, le directeur est en train de remettre sur les rails cette coopération-là entre les structures pour qu'ensemble nous puissions travailler.
Et nous ne cesserons de porter le plaidoyer au niveau de la ville pour un accompagnement et pour l'accélération déjà des travaux qui sont en cours dans cet hôpital de niveau 3. Hors de la capitale et plus précisément dans le sud, les habitants de l'arrondissement de Dioula-Kolon, c'est dans le département de Kolda, réclament l'achèvement des travaux de la route Dioula-Kolon, Guiro, Bokar Sali-Kenyé. C'est aussi une route transfrontalière avec la Guinée-Bissau et les 10 travaux sont aux arrêts depuis plus d'un an, selon Mama Samba Baldé, porte-parole des populations, que je vous propose d'écouter au micro d'Abdoulaye Diallo. Nous avons d'énormes difficultés pour rejoindre Kolda. Or, si nous avons un malade dans ces différents postes de santé, on n'a pas d'ambulance. Cette ambulance qui vient, elle ne fait pas plus de 2 ans. Grâce à l'état désastreux de la route. Elle tombe en panne. Et pour renouveler, c'est des difficultés. On fait d'énormes difficultés, on fait beaucoup de demandes, mais on ne peut pas satisfaire parce que la demande elle est très forte au niveau national. Voilà pourquoi on a fait une priorité, la construction de cette route-là, pour au moins désenclaver nos 3 communes. Dans tout le Sénégal, je pense qu'il y a que 3 communes qui sont traversées par une route moins de 30 km. 28 km déjà qui ne bénéficient pas d'une construction. Et ça, c'est regrettable. C'est une route transfrontalière qui nous relie entre la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry aussi. Donc vous avez l'importance de cette route-là pour nous, populations, qui vivons sur cet axe. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voudrions que les nouvelles autorités nous accompagnent, et encouragent et financent la continuité des travaux. Parce que les travaux ont démarré. Les travaux ont démarré depuis 2023. Depuis 2023, les travaux ont démarré moins de 30 km. Et ça s'arrête. C'est normal quand il y a un changement de régime. C'est très normal que les gens disent qu'il faut une mise à jour, la situation financière et autres. Ça, c'est très normal, on le concède. Mais plus d'un an quand même, je pense qu'il était un peu... nous sommes désespérés si les travaux ne redémarrent pas. Parce que quelque part, quand des travaux commencent et ne sont pas achevés, c'est la population qui en pâtit. Je vous l'annonçais en titre à Yoff, l'espoir reste intact un mois après la disparition de Seydina Ababakar Ndiaye, ingénieur polytechnicien et basketteur. Des bénévoles se sont rassemblés au croisement 26 dans le but de relancer les recherches encadrées par la gendarmerie. Cette opération vise à fouiller la zone entre le cimetière et la plage de Yoff Tangour, le site où il a été aperçu la dernière fois, où il a été aperçu plutôt pour la première fois après sa disparition. Le point, c'est avec Chérif Dia. Croisement de l'unité 26 des Parcelles Assainies, point de rassemblement de ce groupe de bénévoles prêt à sillonner cette zone dans l'espoir de retrouver Seydi Ababakar Ndiaye, porté disparu depuis plus d'un mois. Aujourd'hui, nous sommes ici à Yoff parce que tout simplement, c'est un endroit symbolique pour la famille de Seydina. Parce que tout simplement, lorsqu'il a quitté le demeure le lundi... Ses amis et proches du brillant ingénieur polytechnicien et basketteur gardent toujours espoir. Le choix de Yoff pour accentuer les recherches n'est pas fortuit, car c'est dans les environs du cimetière musulman qu'il avait échappé aux sapeurs-pompiers chargés de le transférer à l'hôpital d'Al-Aldiam. Les réseaux sociaux ont permis cette mobilisation spontanée encadrée par la gendarmerie jusqu'à la plage de Yoff Tongor, où le jeune habitant de Bambulor était retrouvé pour la première fois très mal en point. Et autre histoire dans ce 20h, celle d'un combat silencieux, le combat d'une mère, Mame Diarra Gueye, mère âgée de 70 ans et épuisée par 17 années à chercher des soins pour son fils atteint de troubles mentaux, un combat mené dans l'ombre sans moyens ni soutien, mais un jour une voix à la radio a simplement tout changé. Voici le témoignage bouleversant d'une mère entre douleur, espoir et résilience, le tout raconté par Habib Faye. 70 ans fait face à une épreuve qui dure depuis près de 2 décennies. Mère de Mohamed Fadel, aujourd'hui âgée de 40 ans, elle vit au quotidien avec le poids d'une maladie mentale qui a frappé son fils aîné. Depuis l'apparition des premiers signes, Diarra n'a cessé de chercher des solutions, des hôpitaux. Elle en a connu, des traitements. Elle en a essayé en vain.
L'espoir, peu à peu, s'est transformé en fatigue. Une fatigue qui a fini par atteindre son propre cœur. Aujourd'hui, c'est elle qui est malade, cardiaque, épuisée par des années de lutte, seule face à une réalité souvent ignorée, celle des familles confrontées à la maladie mentale, sans moyens, sans soutien, avec pour seule force l'amour maternel. Je suis allée partout, à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye, à Dalalkhel, même jusqu'à Touba, pour qu'on prie pour lui, en vain. Il n'était toujours pas guéri. Il errait dans les rues pendant plusieurs semaines. Une fois, il a disparu pendant 3 longs mois. Et quand on l'a enfin retrouvé, je suis tombée malade. Au début, on pensait que c'était la thyroïde, puis on a découvert que j'avais une maladie cardiaque. Mon cœur était atteint, je ne pouvais plus marcher. Je me suis retrouvée paralysée, incapable de faire quoi que ce soit. On m'a enlevé la thyroïde, puis j'ai commencé un traitement pour stabiliser mon cœur. Depuis, je vis avec une compensation cardiaque. Un jour, alors qu'elle écoute la radio, Diarra entend une voix, celle d'un homme qui parle avec compassion et détermination. C'est Ansoumana Dione, président de l'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux. Touché par ces paroles, Diarra prend son courage à 2 mains. Elle le contacte quelques jours plus tard. Un miracle. Mohamed Fadel est accueilli au centre pour une prise en charge complète. Pour la première fois depuis des années, Diarra respire. Quand j'ai eu M. John au téléphone, je lui ai dit que mon fils était comme les malades mentaux errants. J'étais seule avec mes enfants à la maison. Étant très malade, je me blessais souvent parce que c'était devenu difficile de s'occuper de lui. Il avait encore de la force. Il restait éveillé toute la nuit et on dormait dans la même chambre. Je lui ai clairement dit, si je meurs demain, mon fils se retrouvera dans la rue comme les autres malades mentaux. Il ne contrôlait plus rien. Il faisait ses besoins n'importe où. Il avait perdu toutes ses facultés. C'est après ça que Mme Khouma est venue le récupérer en plein jour. Moi, je ne pouvais pas aller lui rendre visite à cause de mon insuffisance cardiaque. Alors, j'ai demandé une photo. Et là, grande surprise, quand j'ai vu la photo, j'ai dit à ma fille, ce n'est pas Mohamed Fadel, ce n'est pas lui. Il avait changé, il avait l'air différent, apaisé. Je croyais qu'on lui avait dicté ce qu'il faisait, mais ma fille m'a dit, si maman, c'est lui, il est guéri. J'avais du mal à y croire. Aujourd'hui, tout cela est derrière moi. Et c'est mon fils aîné. Aujourd'hui, Diarra ne garde pas cet espoir pour elle seule. Elle lance un appel, un cri du cœur à tous les parents qui, comme elle, vivent dans la douleur et le silence. À toutes les mères qui vivent la même douleur, je veux leur dire, ne perdez pas courage, ne baissez pas les bras. Il faut de la patience et de l'espoir à elle aussi de rencontrer cette main tendue qui a changé toute ma vie. Elle garde en elle l'essentiel, l'espoir, car Mame Diarra, malgré les années et les épreuves, n'a qu'un seul vœu, voir un jour son fils se lever, parler et jouir pleinement de toutes ses facultés mentales. Merci à Habib Faye. Les familles des victimes du Diola demandent l'introduction de l'histoire de cette tragédie et ses conséquences dans les programmes scolaires et universitaires du pays. Elles ont fait cette demande lors de la célébration de la Journée internationale du Diola à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Les détails, c'est avec Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Cette première édition de la Journée internationale du Diola a pour objectif de rendre à l'université Assane Seck de Ziguinchor toute sa place dans le naufrage du bateau le Diola. Dans le bateau du Diola, il y avait 444 victimes qui étaient que des étudiants. Alors, pour aller donner l'information, il fallait aller dans le temple du savoir et communiquer avec ces étudiants-là. Alors, l'université Assane Seck, quand il y a eu le naufrage, l'université n'était pas là. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas aller vers ces jeunes-là qui, après 23 ans, peut-être ils ont atteint l'âge, aller discuter avec eux. C'est le commandant de la zone militaire numéro 5 qui a présidé cette cérémonie. Colonel Yahya Diop représente ici le ministre des Forces armées. Mieux conscientiser les Sénégalais sur les problèmes de sécurité, mais aussi le sacrifice de ces étudiants que je mentionnais qui a permis aujourd'hui d'avoir l'université Assane Seck de Ziguinchor. Les familles des victimes du Diola ont rappelé leur volonté de voir l'histoire de ce drame et ses conséquences enseignées dans nos établissements scolaires. C'est notre souhait aller au niveau du ministère de l'enseignement supérieur
ministère de l'Éducation nationale pour qu'ils mettent ça dans leur agenda. Parce que c'est un drame qui est mondial. Aujourd'hui, la relève qui a été prise aujourd'hui, il faut vraiment s'en féliciter. C'est un souvenir très douloureux, mais qu'on a le courage de traverser. Et comme on l'a demandé, si on l'instaure dans l'histoire éducative du Sénégal, ils vont comprendre. La célébration de la journée internationale du Diola se poursuivra le 5 juillet prochain à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À Touba, la Fédération nationale des transporteurs du Sénégal pour le changement monte au créneau. Lors de son assemblée générale ordinaire tenue dans la ville sainte, elle exige la levée de l'interdiction de circulation des véhicules de transport à partir de 23 h. Son président Djibril Ndiaye invite les autorités compétentes à se pencher sur le dossier du renouvellement du parc automobile. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Talassamba. On s'était réunis à Touba, c'était pour réajuster, revoir le fonctionnement de la Fédération nationale des transports du Sénégal pour le changement. Mais finalement, on a trouvé un consensus pour revoir les choses, revoir notre feuille de route et aller de l'avant, Inch'Allah, dans les prochains jours. Le transport rencontre des problèmes. Aujourd'hui, les opérateurs de transport, les conducteurs ont des difficultés dans le transport. Parce qu'à chaque fois que les conducteurs ont des problèmes, ils sont sanctionnés et vraiment sévèrement. Donc on demande à l'État du Sénégal, aux nouvelles autorités, de un peu lever le pied par rapport à tout cela. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que des véhicules s'arrêtent, des véhicules en bonne et due forme, des véhicules qui ont le document conforme au transport, s'arrêtent à 23 h et que d'autres véhicules circulent. Donc c'est une chose que vraiment nous déplorons et que nous demandons à l'État du Sénégal d'enlever, comment dirais-je, des règlements du transport aujourd'hui. Nous demandons aussi aux nouvelles autorités du Sénégal de se concentrer sur le renouvellement du parc. Parce que ça nous permettra de limiter les dégâts, parce que les accidents sont récurrents. Donc aujourd'hui, nous demandons aux nouveaux ministres de faire un programme, d'inviter le FNTS pour le changement, pour changer le parc urbain et interurbain du Sénégal, ce qui n'a pas eu lieu depuis 1976. Donc on demande aux autorités d'en faire un programme et de changer le parc pour que les accidents se limitent au niveau du Sénégal. Hors du Sénégal, à l'occasion de la fête des Saints Pierre et Paul, le Vatican a renoué avec une tradition riche de sens. Le pape Léon XIV a présidé une messe solennelle marquée par la remise du pallium à 54 nouveaux archevêques, dont Monseigneur André Gueye, désormais à la tête de l'archidiocèse de Dakar. Un geste fort qui consacre son autorité pastorale, mais aussi symbolise l'unité de l'Église universelle. Et en Italie, nous restons pour parler de la tournée de Serigne Mamor Mbacké, une tournée qui se poursuit. Le dignitaire religieux a fait un tour à Torino, mais aussi à Novara. Son discours a tourné autour du comportement du talibé mouride, mais aussi de l'importance de la construction de maisons dédiées à Serigne Touba et à l'enseignement de ses khassaïd. Et partout où il est allé, il a été naturellement accueilli avec les honneurs. Compte rendu de sa visite avec Pape Faraning. Journée marquante à Torino pour les talibés mourides, regroupés au sein de Kër Serigne Touba. Ils se sont réunis pour un événement spécial, solliciter des prières en faveur des émigrés, afin qu'ils puissent vivre dans de meilleures conditions. Nous sommes une organisation basée à Touba Torino. Depuis quelque temps, nous sommes à la recherche de documents administratifs nécessaires pour le bon fonctionnement de notre structure. C'est d'ailleurs la raison de l'absence de certains parmi nous aujourd'hui. Lorsque nous avons reçu l'aval du Saint-Homme pour l'achat de cette maison, c'était dans l'intention qu'elle serve à toute la communauté musulmane. Une maison d'accueil et de savoir, un lieu pour œuvrer au service de Serigne Touba et offrir aux nouveaux venus un espace digne pour les accueillir. Le dignitaire religieux a rappelé l'importance des Kër Serigne Touba à l'étranger, soulignant les sacrifices consentis par la communauté sénégalaise.
Notre religion, l'islam, a besoin de ces maisons à l'étranger. C'est cela qui tient vraiment à cœur à Serigne Touba, permettre aux musulmans de bien pratiquer leur religion. C'est pourquoi je dis souvent que cette maison est la maison de l'islam, mais elle est aussi une maison d'accueil. Ce qui compte le plus pour moi, c'est le sacrifice consenti pour construire ces maisons. Malgré les difficultés de la vie, je sais que beaucoup parmi vous peinent parfois à joindre les deux bouts au Sénégal. Après Torino, cap sur Novara. Là-bas, une foule immense attendait le discours de Serigne Mamor Mbacké, le tout sur la supervision des carabinieri. Ce qui a le plus de valeur, c'est d'être un talibé. Ce mot d'origine arabe a été déformé avec le temps, alors qu'il avait un autre sens à l'origine. Mais l'essentiel, c'est que selon notre compréhension, être talibé signifie être engagé par la foi uniquement pour la cause de Dieu et toujours dans l'humilité. Malgré la forte chaleur qui règne partout en Italie, chaque étape a été marquée par un accueil chaleureux. Les talibés mourides ainsi que d'autres confréries ont réservé un accueil des plus honorables au calife de Serigne Mourtada Mbacké. Tous étaient présents pour écouter attentivement le discours de Serigne Mamor Mbacké. Hann Bel-Air, une commune qui désire s'adapter aux mutations socio-économiques et politiques actuelles. Ses habitants viennent d'initier un forum sur le thème crucial des enjeux majeurs liés au développement, mais aussi à la préservation de l'environnement. Un forum qui vise à identifier les défis de la commune, mais aussi et surtout à élaborer un plan de développement. Je vous propose d'écouter le président le porte-parole de ses habitants, le président Saïbatou Meng. Il nous en dit plus au micro d'Al-Hassan Ba. Ici différents panélistes, mais aussi toutes les différentes catégories de la population, mais également les autorités étatiques et autorités municipales pour parler des différentes problématiques et afin de trouver des solutions pérennes pour notre communauté. Donc nous avons aussi profité de la situation pour rendre un vibrant hommage à notre très cher doyen, le doyen Max Diop, qui est un précurseur ici dans les associations communautaires de base, dans les mouvements communautaires. Nous avons tenu à lui rendre un grand hommage. Donc nous invitons aussi la population et les autorités compétentes à s'impliquer davantage aux actions communautaires, aux actions citoyennes initiées par les populations, par les différentes catégories de la communauté. Les objectifs, c'est de développer un plan de développement pour notre commune. Un plan de développement pour notre commune, un plan vraiment inclusif. Quand je dis inclusif, c'est que toutes les différentes entités, que ce soit acteurs communautaires, que ce soit politiques, puissent s'impliquer, donner ses idées pour qu'on puisse avoir un plan vraiment formel et aussi pérenne pour les générations à venir. Le sport à présent, et ça démarre avec cette 30e et dernière journée de Ligue 1. La SC Jaraaf sur classe la SC HLM sur le score de 4-1. Une large victoire qui offre ainsi le titre de champion au club de la Médina qui totalise 54 points. C'est le 13e sacre, je rappelle, pour l'ASC Jaraaf, son 3e à l'ère professionnelle et 7 ans après son dernier sacre. Pour diriger la Ligue de football de Tambacounda, on continue toujours avec le foot. Eh bien, 4 candidats vont devoir s'affronter ce 5 juillet. Quelques candidats que notre reporter a rencontrés nous partagent presque les mêmes ambitions, investir dans la petite catégorie et travailler dur pour que les équipes de la région retrouvent l'élite du football sénégalais. Le reportage est signé Mamadou Diouf. Les candidats vont devoir s'affronter pour être portés à la tête de la Ligue de football de Tambacounda. Une élection qui se tiendra ce 5 juillet 2025. Mais en attendant, les candidats que nous avons rencontrés étalent leurs ambitions. Quand tu vois le démarche du football des autres régions et la région de Tambacounda est très en retard dans le domaine du football. Raison pour laquelle j'ai visité pratiquement tous les 5 continents du monde
j'ai l'expertise ailleurs et locale, pourquoi puisse venir développer le football de Tamba? Mon ambition, c'est de bien restituer la ligue et beaucoup de transparence et équité. Mes objectifs, c'est de rendre plus visible la ligue, de porter la parole des acteurs du football de Tamba, là où, et faire un plaidoyer pour vraiment matérialiser en fait la situation dans laquelle nous vivons, améliorer un peu les conditions d'existence, les conditions de pratique du football à Tambacounda. Nous allons aussi mettre l'accent sur cette frange des jeunes, c'est-à-dire les cadets, parce que c'est ça le nœud gorgien. Travailler pour qu'au moins une équipe de Tambacounda retrouve l'élite du foot sénégalais, c'est l'ambition phare que partagent ces deux candidats. Parce que mes partenaires principaux on me dit que Mouchegui, toi tu investis dans le football avec ton fonds propre, mais tu n'as pas la mainmise sur la ligue ou bien sur les instances de décision. Ça retarde votre projet, ça retarde le développement du football de Tamba. C'est pour cela que je m'investis sur... J'ai fait beaucoup d'investissements dans le domaine du football. Depuis un certain temps, il y a deux équipes ici à Tamba, notamment Don Bosco et Coton Sport, qui sont en National 1, qui se battent bon an mal an pour aller en ligue professionnelle. Nous allons remettre, ça nous a échappé cette année, et vous verrez que dans un an, en tout cas avant la fin de notre mandat, on réussira à placer une équipe dans la ligue professionnelle sénégalaise. À quelques jours du scrutin, la campagne continue de battre son plein dans les panels et les lieux de rencontre des acteurs du football à Tambacounda, lieu où les candidats ont choisi pour étaler leur programme et ambition. Ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Après ce journal, votre émission sportive du dimanche, Djongante, présentée par Lamine Samba. Excellente suite de programmes en notre compagnie et surtout bon début de semaine à toutes et à tous.